deuxième partie. La faute. Langley, Virginie, États-Unis. Le bureau du directeur de la CIA ressemble à celui de n'importe quel médecin de province. Ouvrage de référence sagement aligné sur l'étagère, diplômes et photos soigneusement accrochés au mur, et sur la table, une balle de baseball dédicacée par Johnny Bench, le receveur des Cincinnati Reds. Bob Archer se rend bien compte que je ne m'attendais pas à ça, et je le soupçonne d'avoir choisi volontairement cet endroit pour l'interview. Dès qu'on évoque la CIA, on pense tout de suite à deux choses. Deux mythes aussi populaires que tenaces. Un, que notre mission consiste à parcourir la planète de long en large pour y déceler toutes les menaces possibles et imaginables qui pèsent sur les États-Unis. Deux, que nous en avons les moyens. Tout cela découle directement de la nature même de l'organisation. Le secret. Le secret, ça fonctionne comme un trou sans fond. Et il y a toujours des paranoïaques pour essayer de le combler avec leurs élucubrations. Vous savez qui a tué machin et machine? Il paraît que c'est la CIA. Et ce coup d'État dans cette république bananière-là, encore un coup de la CIA. Faites gaffe quand vous surfez sur Internet, hein? La CIA garde une trace de tous les sites web consultés par les citoyens américains. Voilà l'image que la plupart des gens avaient de nous avant la guerre. Une image qu'on faisait tout pour encourager. On voulait que nos ennemis deviennent parano, qu'ils nous craignent et qu'ils y réfléchissent à deux fois avant de tenter quoi que ce soit contre la population américaine. L'image de la pieuvre omnisciente, c'était bien pratique. Le seul souci, c'est que nos propres citoyens finissaient par y croire eux aussi. Et à votre avis, qui portait le chapeau dès qu'une catastrophe totalement inattendue survenait quelque part? Ce pays de tarés, là, où s'est-il procuré ces missiles? Qu'est-ce qu'ils foutent à la CIA? Pourquoi tous ces gens ont-ils été massacrés par des fanatiques? Qu'est-ce qu'ils branlent à la CIA? Et pourquoi on ne nous a pas dit que les morts ressuscitaient avant qu'ils se mettent à gratter à nos portes? Hein? Pourquoi? Putain de merde, quel guignol à la CIA! La vérité, c'est que ni la CIA ni aucune des officines gouvernementales et paragouvernementales n'ont jamais été omniscientes. D'abord, on a toujours manqué d'argent. Toujours. Même pendant la guerre froide, à la glorieuse époque des chèques en blanc. Impossible d'avoir des yeux et des oreilles vraiment opérationnels dans toutes les arrière-salles, les bureaux, les rues, les caves, les bordels, les bunkers, les domiciles, les voitures et les cocottes minutes de cette foutue planète. Comprenez-moi bien. On n'était pas non plus complètement impuissants, et on peut légitimement assumer certaines des opérations que nos fans et nos détracteurs nous collent sur le dos depuis des années. Mais si vous gobez toutes les théories du complot à la con, de Pearl Harbor jusqu'à la Grande Panique, vous obtenez une organisation beaucoup plus puissante que les États-Unis eux-mêmes, voire que tous les gouvernements de la Terre réunis. Non. Nous ne sommes pas une superpuissance de l'ombre, gardienne de secrets immémoriaux ou détentrice de je ne sais quelle technologie extraterrestre. Nous avons des limites bien réelles et des buts extrêmement précis. Alors pourquoi perdre notre temps à étudier chaque danger potentiel? Ce qui nous ramène au second mythe, le véritable rôle d'une agence de renseignement. On ne peut pas se permettre d'envoyer nos agents un peu partout dans le monde dans l'espoir qu'ils démasquent je ne sais quel nouveau complot. Au contraire, on doit se focaliser sur les dangers existants. Si notre voisin soviétique essaie de foutre le feu chez nous, on n'aura pas le temps de se préoccuper de l'arabe du coin. Si ensuite on tombe nez à nez avec ce même arabe dans le jardin, on n'aura pas davantage le temps de s'occuper de la République populaire de Chine. Et si un jour, les Chinois sonnent à la porte avec un avis d'expulsion dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre, la dernière chose qu'on va faire, c'est regarder derrière nous pour vérifier si un mort-vivant ne se balade pas dans le coin. Mais le fléau trouve son origine en Chine, pourtant. En effet, tout comme l'un des plus grands Maskirovka de l'histoire de l'espionnage moderne. Pardon? C'était un leurre, un canular. Les Chinois savaient pertinemment qu'on les surveillait constamment. Et ils se savaient incapables de nous cacher leur purge sanitaire.
Ils ont compris que la meilleure façon de cacher leurs exactions restait encore de les commettre au vu et au su de tout le monde. Plutôt que de mentir sur les purges elles-mêmes, ils ont menti sur le pourquoi des dites purges. La révolte des dissidents? Plus grave encore, la crise du détroit de Taïwan. La victoire électorale du Taiwan National Independence Party, l'assassinat du ministre chinois de la Défense, les complots, les menaces, les manifestations et les émeutes qui ont suivi, c'était piloté en sous-main par le ministère de la Sécurité nationale. Tout ça pour détourner l'attention, pour que personne ne se rende compte de ce qui se passait vraiment en Chine. Et le pire, c'est que ça a marché. Tous les renseignements qu'on obtenait sur la Chine, les disparitions inexpliquées, les exécutions de masse, les couvre-feux, le rappel des réservistes, on collait ça sur le dos des procédures standards chinoises. En fait, ça a trop bien marché. Après la crise du détroit de Taïwan, on redoutait tellement que la Troisième Guerre mondiale nous tombe dessus qu'on a réduit l'activité de nos agences au strict minimum dans les pays qui commençaient à subir eux aussi leurs premières épidémies de morts-vivants. Les Chinois étaient à ce point efficaces. Et nous avons été très mauvais. Ce n'est pas franchement glorieux pour l'agence. Mais on se focalisait sur nos propres purges. Vous voulez dire les réformes? Non, les purges. Parce que c'était exactement cela. Quand Staline himself a fait fusiller ou déporter ses meilleurs stratèges militaires, il a fait moins de dégâts à la sécurité intérieure de son pays que le gouvernement des États-Unis avec toutes ses réformes. Notre dernier micro-conflit en date tournait à la débâcle. Et qui a dû payer les pots cassés, à votre avis? On nous avait ordonné de justifier une décision politique par tous les moyens, et quand cette politique s'est avérée désastreuse, ceux-là même qui nous commandaient ont rejoint la meute et se sont mis à nous montrer du doigt en beuglant « Mais qui vous a demandé de faire la guerre? Qui est responsable de tout ce bordel? La CIA !» Impossible de les envoyer chier sans violer le secret défense, bien sûr. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était s'asseoir et encaisser bien sagement en silence. Et pour quel résultat, au final? La fuite des cerveaux. Pourquoi serrer les dents et accepter de jouer les victimes quand on peut se tirer dans le privé? Pourquoi, hein? Ça paie mieux, les horaires sont convenables, il arrive même que les gens pour qui vous vous démenez jour et nuit finissent par avoir un peu de respect et de considération pour vous. On a perdu quantité d'excellents éléments comme ça. Des types d'une expérience inestimable, de l'initiative et des capacités d'analyse sans pareil. Tout ce qui restait après ça, c'était une bande de flemmards, de myopes et d'eunuques. Mais il restait encore quelques personnes compétentes, non? Oui, bien sûr, oui. Certains sont restés tout simplement parce qu'ils croyaient en ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas là pour l'argent et ils se foutaient des conditions de travail ou des petites primes. Ils étaient là parce qu'ils voulaient servir leur pays. Ils voulaient protéger leurs concitoyens. Mais même avec un idéal en béton, il arrive forcément un moment où on finit par constater que toute cette énergie, tout ce temps passé à suer sang et eau, tout ce qu'on a fait, eh bien tout cela n'a servi à rien. Et vous saviez ce qui était en train de se produire? Non, rien de précis. Aucune information fiable ne confirmait que... Mais vous aviez des doutes. Je sentais quelque chose, oui. Vous pouvez préciser? Non, je suis désolé. Mais j'ai abordé le sujet plusieurs fois avec mes collègues. Ça, au moins, je peux vous le dire. Et? Toujours la même réponse. On viendra à ton enterrement, promis. C'est ce qui s'est passé? Il hoche la tête. J'ai fini par parler à quelqu'un qui... Disons qu'il avait un certain pouvoir. Juste un entretien de 5 minutes, histoire de lui faire part de mes inquiétudes. Il m'a remercié d'être venu le trouver et il m'a assuré qu'il y jetterait un œil immédiatement. Le lendemain, j'ai été muté. À Buenos Aires. Immédiatement. Vous voyez. Vous aviez entendu parler du rapport Warmbrun-Knight? Plus tard, oui, mais à l'époque...
L'exemplaire que Paul Knight a délivré en main propre au directeur de l'agence, eh bien, on l'a retrouvé dans le tiroir d'une employée du FBI de San Antonio, plus de 3 ans après la grande panique. Mais bon, de toute façon, ça n'aurait servi à rien. Juste après ma mutation, Israël a fait sa déclaration publique de quarantaine volontaire. Tout d'un coup, on n'avait plus le temps de voir venir. On connaissait les faits, il fallait juste trouver quelqu'un pour les croire. Valajärvi, Finlande. Le printemps annonce le début de la saison de la chasse. Avec les premiers rayons de soleil, les nombreux zombies encore bloqués dans les glaces dégèlent peu à peu, et les agents de la North Force, de l'ONU, aussi appelés NFOR, débarquent pour le grand nettoyage annuel. Le nombre de morts vivants diminue chaque année. À ce rythme-là, on espère que la zone sera totalement sécurisée d'ici à une dizaine d'années. Travis d'Ambrosia, le commandant suprême des forces européennes unies, supervise lui-même l'opération. Il y a de la douceur dans la voix du vieux général, de la tristesse aussi. Pendant tout l'entretien, il lutte pour soutenir mon regard. Pas question de minimiser nos erreurs. Notre préparation laissait à désirer. Je ne l'ai jamais nié. Et je suis le premier à reconnaître qu'on a purement et simplement laissé tomber les Américains. Mais je veux que nos concitoyens comprennent pourquoi. Et s'ils avaient raison? Voilà la première phrase prononcée par notre représentant à l'ONU juste après la déclaration israélienne à l'Assemblée générale. Non pas qu'ils aient nécessairement raison, a-t-il ajouté pour bien marquer le coup. Tout ce que je dis, c'est « et si c'était vrai ?» Il voulait notre avis, le fond de notre pensée, pas une opinion formatée. Il fonctionnait de cette façon, notre représentant à l'ONU. Il maintenait toujours la conversation sur le terrain de l'hypothèse, une posture d'intellectuel qui s'autorise à divaguer comme ça pour la beauté du geste. Après tout, si le reste du monde n'était pas encore prêt à admettre quelque chose d'aussi invraisemblable, les hommes et les femmes assis dans cette pièce non plus, n'est-ce pas? On a continué sur cette lancée aussi longtemps qu'on a pu, le sourire aux lèvres, toujours prêt à lancer une petite remarque cynique. Je ne sais plus à quel moment l'ambiance a basculé. Très subtil. Je crois que personne ne s'en est vraiment rendu compte. Soudain, on avait toute une salle de réunion remplie de hauts gradés cumulant de nombreuses années d'expérience sur le terrain. Tous dotés de bagages universitaires à faire pâlir d'envie le plus doué des neurologues. Et tous à évoquer le plus naturellement du monde la possibilité d'une pandémie de morts-vivants. C'était comme un barrage qui cédait. Le tabou venait de sauter et la vérité engloutissait tout. C'était libérateur. Vous vous en doutiez dès le départ, non? Depuis plusieurs mois, en fait, avant la déclaration israélienne. Et notre représentant aussi. Tous les gens présents avaient entendu parler de cette histoire, et tous flairaient le danger. Certains d'entre vous avaient lu le rapport Warmbrun-Knight? Non, personne. Je le connaissais de nom, mais j'ignorais tout de son contenu. Pour tout dire, j'ai fini par en obtenir une copie dans les 2 ans après la Grande Panique. La plupart des mesures militaires préconisées dans le rapport étaient identiques aux nôtres. Les vôtres? Les recommandations que nous avons aussitôt envoyées à la Maison-Blanche. Nous avions développé un programme complet, non seulement pour éradiquer toute menace aux États-Unis, mais aussi pour la contenir dans le reste du monde. Et? La Maison-Blanche a beaucoup aimé la phase 1. C'était rapide, bon marché et 100% garanti, pour peu qu'on agisse vite. La dite phase 1 prévoyait le déploiement des forces spéciales dans les zones contaminées. Elles avaient ordre d'investir les lieux, d'identifier l'ennemi et de l'éliminer. L'éliminer? Le plus rapidement possible. Les fameux Alpha Teams? Exactement, oui. Et croyez-moi, ils ont fait du super boulot. En principe, le rapport officiel doit rester sous scellé pendant encore 140 ans, mais ça restera dans les annales de l'histoire, vous pouvez me croire. Les meilleures unités d'élite de tous les États-Unis.
Mais alors, pourquoi ça a mal tourné? Ça n'a pas mal tourné. Du moins la phase 1. Les Alpha Teams étaient censés confiner le problème. Point. Leur mission n'a jamais été d'éradiquer la menace. Ils devaient juste la contenir suffisamment longtemps pour nous permettre de lancer la phase 2. Mais la phase 2 n'a jamais été mise en œuvre. Non, pas même initiée. Voilà pourquoi l'armée américaine a été prise par surprise à ce point. La phase 2 impliquait la nationalisation de toutes les ressources, le genre de mesure jamais vue depuis les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Pareil effort suppose une quantité astronomique d'argent et de sacrifices, ainsi que la collaboration pleine et entière de tous les citoyens. Et à l'époque, cela manquait cruellement. Le peuple américain sortait tout juste d'un long conflit sanglant et il n'en pouvait plus. Il en avait assez. Un peu comme dans les années 70. Le pendule est directement passé de la contestation militante au ressentiment le plus amer. Dans le régime totalitaire, communisme, fascisme, fondamentalisme religieux, tout ce que vous voulez, l'accord du peuple va de soi. On peut déclarer la guerre, la prolonger autant qu'on veut, on peut enrôler n'importe qui n'importe quand, sans jamais craindre le moindre retour de bâton. Dans une démocratie, c'est exactement l'inverse. La légitimité dépend du peuple et elle a ses limites, qui se confondent avec les caisses de l'État. Il faut dépenser intelligemment, avec circonspection, et espérer un sacré retour sur investissement. La guerre reste un sujet extrêmement sensible en Amérique. Le peuple commence à gronder au moindre sentiment de défaite imminente. Je dis « sentiment » parce que la société américaine s'est construite sur le principe du qui tout double. On y aime les triomphes, les gros coups, les KO au premier round. On aime que la victoire soit non seulement incontestable, mais dévastatrice. Et on aime que les autres le sachent. Sinon, eh bien, souvenez-vous de la situation avant la Grande Panique. Pourtant, on ne l'avait pas perdu, ce micro-conflit, loin de là. En fait, on avait réussi à accomplir notre mission avec des moyens très limités et dans des conditions extrêmement difficiles. On a gagné. Mais le public ne l'a pas entendu de cette oreille parce que ça n'avait rien à voir avec le blitzkrieg habituel auquel aspire notre culture nationale. Cela durait depuis trop longtemps. Ça avait coûté beaucoup trop cher, trop de victimes, trop de morts, trop de blessés. Non seulement on avait perdu tout soutien public, mais on se retrouvait carrément dans le rouge. Prenez la question financière dans la phase 2. Vous savez combien ça coûte de donner un uniforme à un jeune citoyen américain? Et je ne parle pas du temps qu'il passe effectivement dans cet uniforme, non. Mais de l'entraînement, de l'équipement, de la nourriture, du logement, du transport, des soins médicaux. Je vous parle de ce que ça coûte à la nation sur le long terme. Je vous parle de ce que les contribuables sont obligés de payer à cette personne pendant le reste de sa vie. C'est un véritable fardeau pour les finances publiques. Et à l'époque, nous avions à peine assez pour maintenir le statu quo. Et même avec des coffres pleins, même si nous avions eu tout l'argent et tout l'équipement nécessaire pour lancer la phase 2, qui aurions-nous dû escroquer pour les remplir à nouveau, hein? Les Américains éprouvent une méfiance naturelle à l'égard de la guerre. Comme si les horreurs habituelles ne suffisaient pas, les morts, les mutilés, les défigurés et tous ceux que les combats avaient détruits psychologiquement, voilà que nous avions une catastrophe inédite à gérer. Les trahis. Nous avions une armée motivée, et regardez ce qui nous est arrivé. Combien de soldats ont vu leur contrat subitement prolongé, comme ça, sans préavis? Ou ces réservistes que l'oncle Sam rappelait tout d'un coup sous les drapeaux après 10 ans de vie paisible? Combien de guerriers du dimanche ont ainsi perdu leur maison, leur boulot? À leur retour, combien n'ont trouvé que des ruines à la place de leur ancienne vie? Pire, combien ne sont pas revenus du tout? Nous autres Américains, nous sommes un peuple honnête. On s'attend à ce que tout le monde respecte les termes du contrat. Je sais que beaucoup de gens issus d'autres cultures prennent ça pour de la naïveté ou de la puérilité, mais pour nous, ça reste un principe sacré.
Voir l'oncle Sam renier sa parole, détruire la vie des gens, museler leur liberté. Après le Vietnam, quand j'étais encore tout jeune commandant en Allemagne de l'Ouest, il avait fallu développer des programmes intensifs de motivation, uniquement pour empêcher nos soldats de foutre le camp. Et après la dernière guerre, plus personne ne réussissait à engager qui que ce soit. Rien n'y faisait. Ni les primes, ni les aménagements de contrats, ni ces outils de recrutement en ligne déguisés en jeux vidéo. Cette génération-là en avait juste ras-le-bol. Voilà pourquoi nous étions trop faibles pour repousser les zombies quand ils ont commencé à bouffer notre pays. Je ne blâme pas le gouvernement civil, et je ne prétends pas davantage que les militaires auraient dû gérer la crise eux-mêmes. Notre système politique fonctionne mieux que partout ailleurs, mais il faut le protéger, le défendre. Plus personne ne doit nous mentir à ce point. Plus jamais. Vostok Station, Antarctique. Avant la guerre, on considérait cette station comme le point le plus isolé du globe. Située tout près du pôle sud magnétique et construite à même le lac Vostok, là où l'épaisseur de la glace dépasse les 4 km, la station y enregistre régulièrement des températures de moins 89 degrés Celsius. Les jours les plus chauds, le mercure monte rarement au-dessus de moins 22. C'est ce froid extrême, en plus de la durée du voyage, plus de 30 jours pour atteindre le site, qui a décidé Breckinridge Bragg Scott à s'installer ici. Vous comprenez quelque chose à l'économie, vous? Je veux dire, le bon gros capitalisme d'avant-guerre. Vous avez pigé comment ça marchait? Moi pas. Et ceux qui affirment le contraire racontent des conneries. Il n'y a rien d'absolu là-dedans. Aucune grande loi scientifique, rien du tout. Tu gagnes, tu perds. Tout ça, c'est de la merde. La seule règle qui signifie quelque chose pour moi, c'est un prof d'histoire qui me l'a apprise, à Wharton. Pas d'économie, hein, d'histoire. La peur, il disait. C'est la peur la plus précieuse matière première de l'univers. Ça m'a calmé tout net. Allumez la télévision. Qu'est-ce que vous voyez? Des gens qui vendent leurs produits? Non. Des gens qui vendent la peur que vous éprouvez à l'idée de ne pas les avoir. Putain que c'était bien vu. Peur de la vieillesse, peur de la solitude, peur de la pauvreté. La peur, c'est l'émotion la plus primitive qui soit, primaire presque. C'est devenu comme un mantra pour moi. La peur fait vendre. Quand j'ai entendu parler des épidémies pour la première fois, on appelait encore ça la rage africaine. J'ai tout de suite flairé le coup du siècle. Je n'oublierai jamais ce reportage-là, celui sur l'épidémie du Cap. À peine 10 minutes de film et 1 heure entière de spéculation sur ce qui se passerait si le virus se propageait en Amérique. Loué soit le journal télévisé. 30 secondes plus tard, j'étais au téléphone. J'ai appelé la crème, les meilleurs des meilleurs. Ils avaient tous vu le même reportage. C'est moi qui ai eu l'idée du vaccin en premier. Un vaccin, un vrai vaccin antirabique. Dieu merci, il n'existe aucun médicament contre la rage. Un médicament, les gens l'achètent quand ils se croient malades. Mais un vaccin, c'est préventif. Les gens allaient en prendre tant qu'ils continueraient à flipper. On avait plein de contacts au sein de l'industrie pharmaceutique, et encore plus à l'université d'Ilan Penn. On pouvait obtenir un échantillon convaincant en moins d'1 mois et une proposition écrite en 2 jours. 3 semaines plus tard, on serrait des mains dans tous les sens. Et la FDA? Merde, vous déconnez là. À l'époque, la FDA était l'une des organisations les plus mal financées du pays. Ils en étaient encore à interdire le raid numéro 2 dans les M&M's. Et puis la FDA adore le business, plus que toute autre agence gouvernementale aux États-Unis. Nous,
on a fait comme Rockefeller. On a tapé directement à la Maison-Blanche. Le président ou rien. Son staff ne s'est même pas donné la peine de lire notre plan de financement. Ils étaient clairement à l'affût de la potion magique. Ils l'ont fait approuver par la FDA en moins de 2 mois. Vous vous souvenez du speech du président au Congrès, comme quoi le vaccin avait déjà été testé en Europe et que seule notre bureaucratie démentielle l'empêchait d'atteindre notre beau pays? Vous vous rappelez? Les gens ne veulent pas d'un grand gouvernement plein de beaux principes, ils veulent être protégés efficacement et ils veulent l'être maintenant. Nom de Dieu! Au moins la moitié du pays a mouillé son pantalon en entendant ça. À combien elle est montée la cote de popularité du président cette nuit-là? 60, 70%? En tout cas, ça a boosté nos ventes d'introduction en bourse de 389% dès le premier jour. Dans ton cul, Baidu.com. Mais vous n'aviez aucun recul sur l'efficacité du vaccin? On savait que ça marchait contre la rage. C'était bien comme ça qu'ils l'avaient appelée, cette maladie, pas vrai? Une sorte de rage bizarre et exotique. Qui ça? Eh bien, eux, vous savez, l'ONU, ou quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est comme ça que tout le monde l'appelait, non? La rage africaine. Et vous l'aviez testé sur un malade? Pourquoi faire? Les gens prennent des tas de trucs pour un oui ou pour un non sans savoir de quoi ils retournent. En quoi c'était différent? Mais les symptômes, les lésions... Qui aurait cru que ça irait jusque-là? Vous savez à quel point les gens flippent en pensant aux nouvelles maladies? Nom de Dieu. À les entendre, on croirait que la mort noire déferle sur le monde tous les 3 mois. Ebola, SRAS, grippe aviaire. Vous avez une idée du nombre de personnes qui se font du blé en exploitant cette peur? Eh merde, moi j'ai empoché mon premier million en vendant des pilules anti-radiation parfaitement inutiles à l'époque de la grande peur des bombes sales. Mais si quelqu'un avait découvert que... Découvert quoi? On n'a jamais menti, vous saisissez? Ils nous ont dit que c'était la rage. Alors on leur a vendu un vaccin contre la rage. On a dit que le produit avait été testé en Europe et la molécule principale avait effectivement subi toute une batterie de tests en Europe. Techniquement, on est blanc comme neige. Techniquement, on n'a rien fait de mal. Mais si quelqu'un avait découvert que la rage n'avait rien à voir avec ça... Et qui aurait tiré le signal d'alarme? Le monde médical? Mon cul, ouais. On s'est débrouillé pour rendre notre médicament prescriptible. Les docteurs avaient autant à perdre que nous. Qui d'autre? La FDA? Ils venaient de l'autoriser. Le Congrès? Ils venaient juste de le valider. Le ministère de la Santé? La Maison-Blanche? Personne n'avait le choix. Tout le monde devait agir en héros. Et empocher un maximum de blé au passage, ça peut aider. 6 mois après l'arrivée du phalanx sur le marché, on a fait des promotions sur les produits dérivés. Et ça s'est vendu par palette entière, tout comme le reste, les purificateurs d'air et tutti quanti. Mais le virus ne se transmet pas par voie aérienne. Et alors, c'était la même marque. Par les fabricants de... Tout ce qu'on avait à écrire, c'était « peut contribuer à la prévention de certaines infections virales ». C'est tout. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi on interdit de crier au feu dans une salle de théâtre. Les gens ne se disent jamais « Ah, tiens, c'est curieux, je ne sens pas la fumée. Et il y a vraiment un incendie ?» Non, ils pensent plutôt « Putain de merde, au feu, fuyez !» Rire. Ah, je me suis fait un paquet de fric avec les purificateurs d'air, les modèles domestiques, les modèles pour voiture, le petit machin qu'on s'accrochait au cou quand on voyageait en avion. J'en ai vendu des tonnes. Je ne suis pas bien sûr que ça aurait filtré un sac de gravier, mais c'est parti comme des petits pains. Ah, tout allait comme sur des roulettes. J'ai commencé à monter des opérations financières, vous savez, avec des plans pour construire des usines à travers tout le pays. Les produits financiers se sont vendus aussi bien que le vrai. Tout le monde se foutait de la sécurité. C'était l'idée de sécurité qui comptait. Vous vous rappelez les premiers cas aux États-Unis?
Ce type qui vivait en Floride et qui acclamait partout qu'il avait survécu à sa morsure grâce aux phalanx. Oh bordel! Il se lève et mine fébrilement l'acte sexuel. Putain de merde! Que Dieu bénisse ce connard! Et ça n'avait évidemment rien à voir avec le phalanx. Votre médicament ne protégeait pas les gens. Il les protégeait de leur peur. Je n'ai jamais vendu autre chose. Et merde! Grâce aux phalanx, le marché pharmaceutique a tourné à plein régime. Il a entraîné la bourse avec lui, ce qui a donné l'impression d'une reprise de la croissance, ce qui a redonné confiance aux consommateurs, qui ont relancé la croissance. Le phalanx a mis un terme à la récession économique. J'ai mis un terme à la récession économique. Et ensuite, quand les épidémies se sont multipliées et que la presse a fini par admettre qu'il n'existait aucun remède miracle. Exactement. C'est cette pute-là qu'on devrait descendre. Comment elle s'appelait déjà, la connasse qui a lâché le truc dans la presse? Regardez ce qu'elle a fait. Elle a balancé les preuves à tout le monde, comme ça. C'est à cause d'elle que tout a dégénéré. La grande panique. C'est de sa faute à elle. Vous en rejetez la responsabilité. Quelle responsabilité? Celle de m'être fait un peu de blé? Ouais, bon, enfin, pas qu'un peu. Il glousse. Je n'ai fait que suivre le glorieux exemple des pionniers américains. J'ai réalisé mon rêve et j'ai eu ma part du gâteau. Vous tenez vraiment à accuser quelqu'un? Accusez celui qui a parlé en premier de rage. Accusez celui qui savait parfaitement que ça n'avait rien à voir avec ça, mais qui nous a quand même donné le feu vert. Et merde, vous y tenez vraiment? Accusez donc tous ces médecins à la con qui ont tous joyeusement palpé, sans se donner la peine de mener la moindre étude, un tant soit peu sérieuse. Je ne les ai jamais menacés avec un flingue, moi. Ils ont fait leur choix tout seuls, comme des grands. C'est eux les méchants, pas moi. Je n'ai jamais fait de mal à personne, moi. Du moins, pas directement. Et si quelqu'un est assez demeuré pour se faire du mal tout seul... Oulala, mon Dieu, comme c'est mal. Des conneries, ouais. Bon, bien sûr, si l'enfer existe... Il glousse à nouveau. Je préfère pas trop penser à tous les braves cons qui m'y attendent. J'espère juste qu'ils ne voudront pas que je les rembourse. Amarillo, Texas, États-Unis. Grover Carlson est chargé de la collecte du combustible, du fumier, pour la centrale expérimentale de bioconversion. J'accompagne l'ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche alors qu'il pousse sa brouette à travers champs. Bien sûr qu'on a reçu un exemplaire du rapport Nightworm machin. Vous nous prenez pour qui? La CIA? On l'avait lu 3 mois avant la déclaration israélienne à l'ONU. C'était mon boulot de briefer le président avant que le Pentagone ne s'affole. Il a organisé toute une réunion dessus. Et le rapport disait quoi? Laissez tout tomber, focalisez vos efforts, ce genre de conneries alarmistes. Des rapports de ce genre, on en recevait 15 par semaine. C'était pareil dans toutes les grandes administrations, et tous racontaient la même chose. Il y avait toujours un nouveau père Fouettard. Chaque fois, la pire menace qu'ait jamais connue l'humanité. Ben voyons. Vous imaginez ce que seraient devenus les États-Unis si on avait paniqué chaque fois qu'un taré hurlait au loup, au réchauffement climatique ou aux morts vivants? Ah, soyons sérieux. On a fait ce que chaque président a toujours fait depuis George Washington. On a réglé le problème. Avec des mesures appropriées. Et vous avez créé les Alpha Teams. Entre autres, oui. Vu que le conseiller à la sécurité nationale se contrefoutait de cette histoire, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. On a produit un film éducatif à l'intention des forces de police locales pour leur expliquer ce qu'il convenait de faire en cas d'épidémie. Le ministère de la Santé a rajouté plusieurs pages sur son site web pour détailler la marche à suivre en cas de contamination d'un proche. Sans oublier d'accélérer quelque peu la procédure pour que la FDA valide le phalanx rapidement. Mais le phalanx n'avait aucun effet. Ouais. Et vous avez une idée du temps qu'il aurait fallu pour trouver un remède efficace? Et le cancer, et le sida. Vous vous rendez compte du temps qu'on y consacre et des sommes d'argent englouties chaque année?
Vous avez vraiment envie d'être celui qui annonce au pays tout entier qu'on va arrêter la recherche sur ces maladies-là pour consacrer la totalité du budget de l'État et toute notre énergie à un truc dont personne n'a jamais entendu parler? Regardez tout ce qu'on a investi pendant et après la guerre. Et on n'a toujours pas trouvé le moindre foutu vaccin. Et je ne vous parle même pas d'un éventuel remède, hein. On savait très bien que le phalanx n'était qu'un placebo. Et ça nous convenait parfaitement. Ça a calmé la population, et on a enfin pu se mettre au boulot. Quoi? Vous auriez préféré qu'on leur dise la vérité? Que ça n'avait rien à voir avec la rage? Que c'était une sorte de super virus qui réanimait les morts? Ah, vous imaginez la panique? Vous imaginez tous ces foutus sénateurs faire dans leur froc et bloquer toute action gouvernementale un tant soit peu efficace en votant un Zombie Protection Act exhaustif et totalement inutile? Vous imaginez la perte de crédibilité politique pour le pouvoir en place? En plus, on débutait une année électorale. Et pas la plus facile, hein. Un vrai corps à corps. Nous, on nettoyait. On réparait toutes les conneries que le gouvernement précédent avait accumulées. Et, croyez-moi, les 8 années qui venaient de s'écouler en avaient brassé de la merde. Si on avait réussi à revenir aux affaires, c'était grâce à notre gentil pigeon, qui n'avait pas arrêté de promettre un retour à la paix et à la prospérité. C'était tout ce que demandait le peuple américain. Jamais la population n'aurait accepté un autre programme. Les gens vivaient une sale époque. Et depuis déjà pas mal de temps. Il aurait été suicidaire de leur avouer que le pire était à venir. Et vous n'avez jamais essayé de résoudre le problème? Oh, réveillez-vous. Faites un effort, là. Vous savez comment résoudre la pauvreté? Vous savez comment résoudre la criminalité? Résoudre les maladies, le chômage, la guerre et tous les autres furoncles qui infectent notre belle société? Hein? Bien sûr que non. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est rendre l'ensemble suffisamment supportable pour que les gens n'aient pas envie de changer leurs habitudes. Et ne me parlez pas de cynisme. C'est juste de la lucidité. On ne peut pas arrêter la pluie. Mais on peut construire un toit qui ne fuit pas. Pas sur les gens qui vont voter pour vous, en tout cas. Ça veut dire quoi? Oh, ça va, hein? Sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, comme vous voudrez. Monsieur Smith nique le Sénat. Vous comprenez l'expression. En politique, il faut se concentrer sur les besoins de votre base électorale. Arrangez-vous pour qu'ils soient heureux et vous conserverez votre poste. C'est pour ça qu'on a négligé certaines épidémies? Nom de Dieu. Vous sous-entendez qu'on les a oubliés. Est-ce que les décrets locaux impliquaient des renforts fédéraux? Vous avez déjà vu les flics ne pas demander davantage de personnel, de matériel, d'entraînement ou tout un plan de financement national? Ces PD sont aussi chiants que les militaires. Toujours à gémir parce qu'ils n'ont jamais ce dont ils ont besoin. Mais est-ce qu'ils risquent leur place en levant de nouveaux impôts, eux? Est-ce qu'ils doivent expliquer à Peter le riche pourquoi on lui pique son pognon pour le refiler à Paul le pauvre? Et vous ne craignez pas d'éventuelles révélations publiques? De qui? La presse, les médias? Les médias. Vous déconnez. Vous voulez parler des filiales des plus grandes multinationales? Celles-là même qui auraient explosé en plein vol si la panique s'était emparée de la population? Ces médias-là. C'est ça dont vous parlez. Donc, vous niez avoir maquillé la vérité? On n'en a pas eu besoin. Ils l'ont maquillé tout seuls. Ils avaient autant à perdre que nous, sinon plus. En plus, ils avaient déjà largement couvert l'affaire l'année d'avant, quand on avait identifié les premiers cas aux États-Unis. Puis l'hiver est arrivé, le phalanx a envahi les rayons des magasins et le nombre de cas a commencé à baisser. Oui, peut-être qu'ils ont calmé 1 ou 2 jeunes reporters tout fringants, mais la vérité est beaucoup plus simple. 1 mois après, c'était déjà de l'histoire ancienne. Ça devenait gérable. Les gens avaient déjà appris à vivre avec et ils voulaient passer à autre chose. L'info, c'est du business. Et il vaut mieux en avoir de la fraîche si on veut rester sur le marché.
Mais il existait d'autres médias, alternatifs ou indépendants. Oh, bien sûr. Mais qui les écoutait? Des tapettes je sais tout surdiplômés? Et ceux-là, vous savez qui les écoute? Personne. Qui va s'inquiéter de ce que pense une minorité d'intellos totalement déconnectés de la réalité? Plus ces têtes de élitistes hurlaient « Les morts sont parmi nous !» plus les vrais Américains s'en détournaient. Bon, voyons si j'ai bien compris votre point de vue. Le point de vue du gouvernement. Le point de vue du gouvernement. En résumé, vous avez traité ce problème de la même façon que les autres, en y accordant que le temps et l'argent nécessaires. Voilà, oui. Tout ça parce que le gouvernement n'avait pas que ça à faire? Et que, surtout à l'époque, une nouvelle menace était la dernière chose dont le public voulait entendre parler? Ouais, Et donc, vous avez estimé que le problème était gérable par les Alpha Teams, en plus de quelques consignes supplémentaires données aux forces de police locales. c'est ça. Et pourtant, vous disposiez d'assez de données pour comprendre que le problème ne pouvait que s'intensifier et qu'on courait à la catastrophe. M. Carlson s'arrête, me lance un regard noir et jette une nouvelle pelletée de carburant dans sa brouette. Il va falloir grandir un jour. Troy, Montana, États-Unis. D'après la brochure qui lui est consacrée, ce quartier incarne une communauté nouvelle pour une Amérique toute neuve. Au premier regard, on se rend compte que le lotissement, conçu sur le modèle des Masada israéliens, a été construit dans un but bien précis. Chaque maison est montée sur des pilotis suffisamment élevés pour permettre aux habitants d'embrasser du regard la totalité du mur d'enceinte haut de 6 mètres. On accède aux habitations via un escalier rétractable. Un système similaire permet de passer à la maison voisine. Les panneaux solaires sur les toits, les puits protégés, les jardins, les tours de guet et l'épaisse porte d'entrée coulissante en acier trempé, tout cela explique le succès de Troy auprès de ses nouveaux habitants. À tel point que les responsables du projet ont reçu plusieurs autres commandes dans tous les États-Unis. Mary Jo Miller est la conceptrice initiale du projet 3. Elle en est aussi le maire et l'architecte. Bien sûr que j'étais inquiète. Pour tout. Pour mon crédit automobile, pour le prêt bancaire de l'entreprise de Tim, pour la fissure dans la piscine et pour le filtre à chlore qui laissait toujours un dépôt d'algues. Je m'inquiétais pour notre portefeuille boursier, même si mon e-coursier m'assurait que c'était juste la trouille du premier investissement et que ça rapporterait beaucoup plus qu'un plan d'épargne retraite 401K standard. Hayden avait besoin d'un prof particulier pour ses cours de maths. Jenna voulait des chaussures à crampons Jamie Lynn Spears pour le foot, et les parents de Tim envisageaient de venir nous voir à Noël. Mon frère retournait en cure de désintoxication pour la énième fois. Finlay avait des vers, et un des poissons rouges avait une sorte de gros champignon qui lui poussait sur l'œil gauche. Voilà mes problèmes. C'était ça, mes problèmes. Ma vie. J'avais vraiment pas le temps de m'ennuyer. Vous ne regardiez pas les informations télévisées? Ouais. À peu près 5 minutes par jour. Les infos locales, les sports, les derniers potins people. Pourquoi déprimer devant la télé nationale? J'avais qu'à sortir de chez moi pour ça. Et les autres médias, la radio par exemple? Les infos du matin? C'était mon heure zen. Dès que les gamins avaient décampé, j'écoutais. Non, retiré pour des raisons légales. Ces blagues m'accompagnaient toute la journée. Internet? Internet? Pour moi, c'était pour le shopping. Pour Jenna, les devoirs. Pour Tim, c'était les trucs qu'il me jurait de ne jamais consulter. Jamais, promis. Les infos, c'était juste les pop-up dès que je me connectais à ma boîte à OL. Mais à votre travail, les gens ont dû en parler. Oh oui, au début. C'était plutôt flippant d'ailleurs. Bizarre, quoi. Vous savez quoi? J'ai entendu dire que c'était pas la rage, en fait. Des trucs comme ça. Mais bon, on s'habitue à tout, vous savez. Et puis, de toute façon, c'était beaucoup plus intéressant de parler du dernier épisode de Celebrity Fat Camp ou de médire des autres collègues. Un jour, vers mars ou avril, en arrivant au boulot, j'ai vu Madame Ruiz vider son bureau. J'ai cru qu'on l'avait renvoyée ou
qu'on allait sous-traiter son service. Vous savez quoi, le genre de truc dont on a vraiment peur. Elle m'a expliqué que c'était à cause d'eux. C'est comme ça qu'elle en parlait. Eux, ou tout ce qui arrive. Elle m'a dit que sa famille avait déjà vendu la maison et qu'il s'achetait un chalet près de Fort Yukon, en Alaska. C'était l'histoire la plus ridicule que j'avais jamais entendue dans la bouche d'Inès. Elle était tout sauf conne, Inès. Elle faisait partie de ce que j'appelais les Mexicains propres. Désolée d'utiliser ce terme, mais c'était comme ça que je voyais les choses à l'époque. J'étais comme ça. Votre mari ne s'est jamais inquiété, lui? Non, mais les enfants, si. Pas verbalement ni consciemment, je crois. Jenna a commencé à se battre à l'école. Hayden ne voulait plus dormir sans la lumière allumée. Des petits détails comme ça. Je pense pas qu'il regardait les informations plus que Tim ou moi, mais il n'avait pas tous ces soucis d'adultes qui les accaparaient, eux. Et comment avez-vous réagi, vous et votre mari? Zoloft et Ritaline SR pour Hayden. Adderall XR pour Jenna. Ça a fait l'affaire pendant quelque temps. Le seul truc qui m'emmerdait, c'était que l'assurance ne remboursait rien, soi-disant, parce que les gamins étaient déjà sous phalanx. Depuis combien de temps? Depuis le début. On en prenait tous. Un peu de phalanx, un peu de calme. C'est comme ça qu'on s'est préparé. Et Tim a acheté un pistolet. Il promettait toujours de m'emmener au club pour m'apprendre à tirer. Dimanche, il disait. On y va dimanche prochain. J'avais bien qu'il me racontait des conneries. Les dimanches, il les réservait pour sa maîtresse, cette salope à gros seins qui lui pompait tout son amour. À vrai dire, je m'en foutais. On avait nos pilules et au moins, il savait se servir du Glock. C'était la vie, quoi. Un peu comme les détecteurs de fumée et les airbags. Parfois, on y réfléchit juste une seconde et c'est toujours au cas où. En plus, honnêtement, il y avait tellement d'autres motifs d'inquiétude dans ce pays. Tous les jours, un nouveau prétexte pour se ronger les ongles. Comment ne pas perdre le fil? Et comment savoir ce qui était vrai dans tout ça? Comment l'avez-vous appris au final? La nuit venait tout juste de tomber. La télé était en marche. Tim buvait une Corona dans son bureau. Hayden jouait dans le salon avec ses Ultimate Soldiers. Jenna faisait ses devoirs dans sa chambre. J'étais en train de vider la machine, n'ai donc pas entendu Finlay aboyer. Enfin, peut-être que si, c'est possible. Mais je n'y ai pas accordé d'importance particulière. Notre maison se trouvait dans la dernière rue de la ville, juste au pied des collines. Nous vivions dans un coin tranquille à North County, près de San Diego. On voyait souvent des lapins à côté de la clôture, parfois des daims même, et Finlay gueulait comme un putois. Je me souviens d'avoir jeté un coup d'œil sur les post-it pour me rappeler de lui acheter un collier à la citronnelle anti-aboiement. Je sais plus quand les autres chiens se sont mis à aboyer à leur tour, ni quand l'alarme d'une voiture garée un peu plus loin s'est déclenchée. Puis, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un coup de feu et je suis allé chercher Tim dans son antre. Il n'avait rien entendu. Le volume de la chaîne était bien trop fort. Je lui disais sans arrêt de se faire examiner les oreilles. On ne passe pas son adolescence entière à jouer dans un groupe de grindcore sans... Elle soupire. Hayden, lui, il avait entendu quelque chose. Il m'a demandé ce que c'était. J'allais lui répondre que je n'en avais aucune idée quand j'ai vu ses yeux s'écarquiller. Il regardait derrière moi, à travers la baie vitrée qui donnait sur le jardin. Je me suis retournée juste à temps pour l'avoir explosé. Il devait faire dans les 1,60 m, rablé, ramassé, des épaules étroites et un ventre tout gonflé. Il n'avait pas de chemise et sa chair grisâtre était toute lacérée. Et il avait une odeur d'eau salée, une odeur de plage, un peu comme des algues pourries. Hayden a bondi et s'est planqué derrière moi. Tim a sauté de sa chaise pour se placer entre cette chose et moi. C'était comme si toute une vie de mensonges s'écroulait en un instant. Tim a regardé frénétiquement autour de lui dans l'espoir de trouver quelque chose susceptible de lui servir d'arme, mais la chose s'est jetée sur lui. Ils sont tombés sur le tapis et ils ont commencé à se battre. Il m'a hurlé de monter dans la chambre et de lui rapporter son pistolet. Nous étions dans l'entrée quand j'ai entendu Jenna crier. J'ai couru jusqu'à sa chambre et ouvert la porte aussi vite que possible. Un autre, un grand cette fois, au moins 1,90 m, avec des épaules de géant et des bras musclés.
La fenêtre était cassée et il tenait Jenna par les cheveux. Elle hurlait « Maman, maman !» Qu'est-ce que vous avez fait? Je me souviens plus très bien. Quand j'essaie de me souvenir, tout s'accélère. Je lui ai agrippé le cou. Il avait la bouche grande ouverte et il allait mordre Jenna. J'ai serré de toutes mes forces et j'ai tiré d'un coup en arrière. Les gamins jurent que je lui ai arraché la tête, que je la lui ai arrachée comme ça, avec la chair, la peau et tous ces trucs qui pendouillent là, un peu partout, vous savez. Mais j'ai du mal à y croire, ça me paraît impossible. Peut-être que c'était l'adrénaline, ou alors les gosses ont tout inventé et l'histoire s'est embellie au fil des années. Je serais devenue une sorte de Miss Hulk, j'en sais rien. En tout cas, j'ai sauvé Jenna, ça, je m'en souviens bien. Juste après, Tim entrait dans la chambre, la chemise entièrement recouverte d'une sorte de bave noirâtre. Il tenait le pistolet d'une main et la laisse de Finlay dans l'autre. Il m'a lancé les clés de voiture et m'a ordonné d'emmener les gamins au centre-ville. Puis il est parti en courant vers le jardin. J'ai entendu plusieurs détonations avant de démarrer.